Ici Isabelle Marjorie Tremblay. Dans le balado Enquête de dopamine, on va discuter de défis, mais aussi de stratégies pour gérer les symptômes et pour apprendre à mieux vivre avec la maladie de Parkinson au quotidien. Bonjour, je m'appelle Isabelle Marjorie Tremblay et je vous souhaite la bienvenue dans ce balado de Parkinson Québec qui porte sur la dynamique familiale, qui est un élément qui est souvent bouleversé quand vient un diagnostic de Parkinson dans une famille. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter mes invités. Lynn Baudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière, chercheuse au Centre de recherche du CHUM et professeure associée à l'Université de Montréal. Avec la chercheuse Josée Côté et plusieurs collaborateurs, vous avez créé l'intervention web Ta vie en mouvement. Et avec Parkinson Québec, vous collaborez à la mise en œuvre d'un service d'information et de soutien accessible en ligne, gratuit, bilingue, destiné aux personnes atteintes et à leurs proches. Grâce à son infirmière virtuelle, des conseils d'experts, des témoignages inspirants en capsules vidéo, ce programme est utilisé dans toutes les régions du Québec et même dans plus de 90 pays. Merci beaucoup d'être ici. Pour participer à cette discussion, je souhaite la bienvenue à Martine Ringuette. Martine. Bonjour. Bonjour. Tu as été proche aidante dévouée de ton père de façon intensive pendant 4 années. Ton père a eu ses premiers symptômes en 2000, mais il a eu un arrêt cardiaque en 2018 et c'est là que les besoins sont devenus grandissants. Il est décédé en juin 2022 à l'âge de 84 ans. Tu te souviens que ta famille a vécu de gros bouleversements dans cette situation et que l'aide autour de ton père n'a pas toujours été facile à mettre en place et tu as accepté de nous partager, donc de partager avec nous plutôt un bout de ton histoire. Merci beaucoup d'être ici. Merci. Merci, c'est un honneur. Merci. À toutes les deux, donc, on va tout de suite commencer par une chose essentielle. Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr. Les deux, d'accord. Ça va rendre la discussion un peu plus informelle et chaleureuse. Avant d'entamer la discussion, quelques données à ce sujet. Il y a des études scientifiques qui révèlent que la charge en termes d'heures de soins pour les aidants des personnes atteintes de la maladie de Parkinson varie en fonction du stade de la maladie. En moyenne, les aidants consacrent 3,2 heures par jour aux soins pour les patients au stade précoce, 6,6 heures pour ceux au stade intermédiaire et jusqu'à 8,4 heures par jour pour les patients au stade avancé. Ces variations mettent en évidence l'augmentation significative des besoins en soins à mesure que la maladie progresse. Et chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les hommes sont plus susceptibles de recevoir du soutien, tandis que les femmes assument plus fréquemment le rôle d'aidante. Selon cette étude, les femmes aidantes rapportent généralement une qualité de vie inférieure à celle des aidants masculins. Elles sont également 2 fois plus susceptibles de signaler un épuisement ainsi que des effets négatifs sur leur santé en lien avec leur rôle. Donc, ce sont donc des études récentes de 2023 et 2024. Alors, on va commencer par toi, Martine. Est-ce que tu peux commencer juste par nous expliquer un peu en quoi toi, tu as été proche aidante pour ton père? Comme tu disais dans les statistiques, là, au fil du temps, là, les besoins de mon père ont vraiment varié, ont augmenté. Là. Au départ, il suffisait d'acheter de l'équipement puis de l'installer. Mm-hmm. Ça, c'est revenu à moi aussi de le faire parce que dans la famille, il y a des personnes qui étaient réfractaires juste d'acheter de l'équipement puis de lui fournir, de l'installer dans la maison. Ensuite, l'accompagner lors de rendez-vous médicaux pour qu'il y ait une deuxième oreille, disons. Oui. Lors d'hospitalisation, là, moi, j'accourais immédiatement, puis j'étais là 12 heures par jour, même parfois lors des nuits. En résidence intermédiaire aussi, parce que lorsqu'il a fait son arrêt cardiaque, par exemple, il a dû avoir une période après l'hospitalisation avant de retourner à la maison. Donc, je l'ai accompagné en résidence intermédiaire. D'accord. Je l'ai beaucoup chouchouté aussi. Moi, je suis une personne qui aime prendre soin, oui. Mais prendre soin de son père, c'est comme une étape de plus, parce que mon père, il avait quand même des tabous, on va dire, mais je lui avais dit, écoute,
quand tu as fait ton arrêt cardiaque, là, à l'hôpital, là, moi, je t'ai vu tout nu, puis j'ai pris soin de toi, tu t'en es même pas rendu compte. Fait que arrête de faire des chichis, là. Ouais. Tu sais. Mais disons que c'était un bon patient, mon père. Fait que je lui mettais de la crème pour ses jambes, sa peau, par exemple. Et pour les plaies de lit, au niveau des... pas des plaies de lit, mais au niveau des fesses, là, là, j'allais pas là. C'était plus les auxiliaires. Mais le laver, là, ça, je l'ai fait. Je l'ai fait souvent. Tu as lavé souvent complètement, ton père? oui. Okay. Oui, puis une fois qu'on a brisé la barrière des tabous, on va dire, il a accepté, là. Donc, tu l'avais à la maison? Il était ou sans avec résidence? ma mère, OK. mais moi, j'allais souvent parce que mon père, c'était ma priorité numéro 1 dans ma vie. Donc, j'allais pour lui, puis j'allais aussi pour donner du répit à ma mère en même temps. OK. C'était aussi pour... j'essayais de l'apaiser en lui faisant écouter de la musique, en discutant avec lui de ses souvenirs. Mon père, il aimait beaucoup raconter ses souvenirs d'enfance, sa carrière de policier, d'enquêteur chez Hydro-Québec. Vers la fin, là, c'était plus couper les aliments dans son assiette. Je l'ai habillé, j'ai changé ses culottes. Je l'ai aidé aussi. Je l'ai aidé à se mettre au lit. Les déplacements, se lever, s'asseoir. Combien de fois que j'ai fait ça? Je l'ai fait aussi avec une de mes sœurs, là. J'étais pas toute seule, là, mais... Et beaucoup d'autres choses que j'ai sûrement pas énumérées, là. D'accord. Et est-ce que tu y allais pour quelques heures ou tu y allais pour des longues périodes, donc plusieurs jours d'affilée? C'est ça, ça pouvait passer ça pouvait être 48 heures, là, parce que dans le temps, j'habitais à Québec et eux à Montréal. Donc, disons de 48 à, ça pouvait s'étaler jusqu'à quelques mois. Mais entrecoupé là d'aller-retour chez moi pour recharger mes batteries un peu, voir ma famille, mes enfants, puis mon conjoint aussi. Mais je retournais tout de suite parce que je répète, là, mais mon père était ma priorité. OK, d'accord. Oui. Parce que tu es en couple et tu as des enfants aussi, c'est ça? C'est ça, oui. J'ai quand même 3 sœurs. Elle étant moins disponible que moi, j'ai eu un accident d'automobile il y a 10 ans. Je suis une enseignante au primaire de carrière, mais depuis ce temps-là, je ne peux plus travailler. Donc, j'ai, pour mon dire, que cet accident-là cet accident-là, je l'ai vu comme un événement très difficile. Oui. Mais à reculons, l'accident m'a permis de vivre les meilleurs moments avec mon père. Oui. Dont ces derniers moments. Oui. Donc, je suis comme reconnaissante d'avoir eu l'accident finalement. Je comprends. Et oui, c'est ça, je suis en couple depuis 33 ans. J'ai une fille de 28 ans et un garçon de 26 ans. D'accord. Qui tous ont permis que je m'occupe de mon père. Parce que tu me le disais justement pour toi, bien sûr, ça a été difficile, il y a eu des enjeux au niveau de la dynamique familiale, mais tu le reçois, cette expérience-là de vie, comme un moment de rapprochement qui est beau dans ta vie. C'est comme ça que tu l'exprimes. Oui, malgré tout. Malgré tout. Parce que si je me centre sur mon père, malgré tout, c'est positif. OK, d'accord. On en reparlera. On en reparlera. Je sens l'écoute attentive de Lynn qui a accompagné plusieurs familles, en fait, qui accompagne plusieurs familles, donc qui sont surpris par un diagnostic de Parkinson. Lynn, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer en quoi la dynamique familiale est chamboulée à l'annonce d'un diagnostic de Parkinson? Tes constats. Bien, en fait, avant d'entamer cet élément-là, je tiens à exprimer toute ma gratitude pour les personnes qui
prennent du temps, qui offrent du temps à leur famille. Puis Martine, c'est un don de soi, mais ton père aussi t'a apporté beaucoup. Puis il y a des difficultés dans toutes les familles. Je veux juste, je dirais, enlever un stigma là-dessus. Quand on reçoit, la personne reçoit un diagnostic de la maladie de Parkinson, bien sûr, elle a ses propres défis, mais c'est toute la famille qui devient bouleversée. Et si la personne qui reçoit un diagnostic vit seule, ben c'est son entourage aussi qui va rencontrer des défis. Oui. Donc, je dirais que les défis sont multiples à l'image de toutes les familles qui existent au Québec. Est-ce que, par exemple, on est une famille comme Martine avec 2-3 sœurs ou on est la seule personne? Est-ce que on vient d'arriver puis on est immigrant au Québec et notre famille est dispersée à travers le monde? Oui. Donc, les défis seront pas les mêmes. Est-ce que on vit dans un milieu urbain ou on est dans une région? On est éloigné des services. Donc, il y a tout ça qui va créer un impact. Et si, par exemple, on est dans mon travail, j'ai accompagné aussi des gens qui venaient qui étaient autochtones. L'esprit de communauté est différent aussi. Donc, l'impact ou les défis vont être à petite échelle, moyenne échelle, grande échelle. Ça se répercute. C'est comme une pierre qu'on jette dans l'eau. Et puis, il va y avoir des ondes qui vont se propager. Et chacun va vivre ça de façon différente. Mm-hmm. Donc, dans les défis, si on rentre de façon plus concrète, le premier défi que toutes les familles rencontrent ou toutes les communautés, ça va être, c'est quoi ça, la maladie de Parkinson? Comment ça va impacter ma vie? Comment ça va impacter notre vie? Et ensuite, aussi, ce que ça va faire, c'est quel que soit, est-ce que le diagnostic arrive quand j'ai 30 ans ou quand j'en ai 60 ou quand j'en ai 80? Mais quel que soit notre âge, on a des projets de vie. Hein? Quand tu es à retraite, tu veux avoir une retraite. Ben oui. Mais quand tu as 40 ans, tu as d'autres rêves dans la vie. Donc, est-ce que je vais aller réaliser mes projets de vie? Puis, est-ce que je vais être forcée ou amenée à devancer certains projets ou à transformer certains projets. Mm-hmm. Et puis, je dirais le 4e défi peut-être qui est universel à tout le monde, c'est comment on parle de ça. Comment on aborde la maladie de Parkinson. Comment j'en parle avec mes frères, mes sœurs, le voisinage. Comment j'en parle à mes enfants. Mm-hmm. Et comment on fait pour que ça devienne pas un tabou. Donc, ça, c'est les premiers défis quand on reçoit le diagnostic. Oui. Et au fur et à mesure, Isabelle, tu as parlé tout à l'heure que la maladie de Parkinson, c'est quelque chose d'évolutif qui, en général, ça s'échelonne sur 20 ans, 30 ans, des fois plus court. Donc, d'autres défis vont émerger. Et on pourra en parler si on aborde d'autres stades plus loin. OK, parfait. Merci. Et ce qui se passe aussi souvent, c'est un renversement des rôles. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques dans presque toutes les dynamiques familiales? Oui. En fait, je dirais au niveau de comment les familles fonctionnent, avec l'évolution de la maladie, les rôles vont se transformer. Martine en a parlé tout à l'heure. Au début, l'implication, elle devient, c'est quelques heures par semaine. Après ça, c'est quelques heures par jour. Puis après ça, on parlait de 8 heures par jour, mais moi, je connais des proches aidants, là, que c'est 20 heures sur 24, là. Incroyable. Donc, c'est toute ta vie, ça. Oui. Ça. Donc, les rôles, ils vont se transformer de façon différente. Martine parlait tout à l'heure que sa mère,
c'est la première proche aidante de son mari. Oui. Mais si sa mère était dans les 80, peut-être qu'au début de la maladie, la maman de Martine, elle a peut-être, je dirais, commencé à jouer des rôles que son mari effectuait. Par exemple, des fois, la dame va commencer à assumer les finances de la famille, va commencer à faire des rôles à l'extérieur. Donc, il y a le conjoint qui vit avec la personne va tranquillement assumer des rôles que l'autre jouait. Ensuite, quand le conjoint est âgé, ou si le conjoint devient malade, parce que c'est des choses qui arrivent, les enfants vont être mis à contribution. Martine, ses sœurs vont continuer à redonner à leurs parents, vont commencer à s'investir auprès d'eux. Donc, c'est l'enfant adulte qui devient parfois, dans certaines occasions, le parent de son parent. Oui, oui. À ses yeux, Martine, on le sent très bien, elle reste la fille de son père. Et son père reste son père. Oui. Mais elle commence à jouer des rôles qu'il a assurés pour elle. C'est de redonner à son tour. Et après ça, il y a les petits-enfants, il y a les frères et sœurs, des fois, qui vont s'investir. Le grand frère devient le petit frère. Donc, il y a toute une transformation de rôle qui s'ensuit. Mais c'est pas la seule chose qui se transforme dans une famille. Les rôles, c'est une chose, mais il y a bien d'autres choses qui changent. Qui changent, OK. C'est comme, j'ai l'image d'un tremblement de terre un peu qui me vient en tête, qui fait vibrer plein de petites maisons autour et qui fragilise les fondations de plusieurs, comme un petit quartier finalement. Martine, si on parle des concessions que tu as dû faire finalement, même à tes proches, peux-tu m'en parler un petit peu? Bien, une des plus grandes concessions que j'ai faites, c'est sur ma propre santé parce que la conséquence principale de l'accident, c'est des maux de dos chroniques. Puis moi, la position debout, c'est la tolérance, c'est 5 minutes. Donc, accompagner mon père à l'hôpital là, quand il était aux soins intensifs ou quand il était hospitalisé, puis il n'y avait pas de chaise là, à côté de lui, là, moi, c'était pas grave. Là. Ma mère, des fois, était là avec moi, mais je priorisais la chaise pour ma mère. Oui. Puis ma mère était consciente que moi, j'ai des problèmes de dos. Donc, je disais non, c'est pas grave, mais je me retrouvais avec des maux de dos incroyables. Mais je me répète, là, mon père, c'était ta priorité. Ma priorité absolue. Oui. Bien sûr, ma présence à moi dans mon propre noyau familial, bon, j'ai fait des concessions par rapport à ça aussi. Tu me parlais des fêtes, hein, je pense. Oui, c'est sûr qu'il y a des fêtes en particulier de Noël et Jour de l'An, je parle, là, que suite à son arrêt cardiaque en 2018, moi on s'était dit, nous les filles, il passera pas Noël et il va décéder les mois suivants. Mais non, il s'est rendu à Noël, Jour de l'An. Puis moi, j'ai dit à mon conjoint, moi, je passe toutes les fêtes avec mon père. Fait que je vais pas dans ta famille. Puis mon conjoint, là, il y avait pas de problème avec ça. Donc, on s'est séparés les fêtes. J'ai passé toutes les fêtes avec mes parents. Puis lui, de son côté, puis les enfants, ils ont choisi. Puis on était, tu sais, il y a vraiment, dans mon couple, là, une harmonie complète là, par rapport à ça. Là, mon conjoint est très, très, très respectueux de mes choix, là. Donc, le temps des fêtes, c'était à l'hôpital ou bien... Non, mon père était de retour à la maison. OK. Mais j'ai passé... Parce que j'ai dit... familiales, là. J'ai cédé sur le fait que j'étais pas avec mon conjoint et peut-être pas avec mes enfants. Mais j'ai dit, c'est peut-être le dernier temps des fêtes de mon père. Je comprends. Ensuite, une autre concession, ben c'est certaines relations... je parle avec mes sœurs et ma mère.
Je peux pas dire que il y a certaines de mes sœurs avec qui tout va bien. Avec ma mère, c'est plus difficile. J'ai décroché, on va dire, face à la relation avec ma mère parce que je me suis dit que la personne malade, c'était mon père et que ce n'était pas elle. Elle était une proche aidante 24 heures sur 24, mais que je devais me centrer sur lui, sur ses besoins à lui, pas faire abstraction complètement d'elle, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai fait abstraction, comment dire, c'est que j'ai saboté ma relation avec ma mère. On va dire ça. J'ai saboté ma relation avec ma mère pour prendre soin de mon père. Je vais dire ça comme ça. Oui. C'est une grosse concession. Et ça continue, même après son décès. Ça a laissé des marques qui continuent encore. Ouais. Mais il y a une certaine jalousie qui s'est installée. Je soupçonne que c'est de la jalousie de la part de ma mère. Mais là, je ne veux pas jouer dans l'aspect psychologique, là, mais... OK. Ouais. D'accord. Et pourtant, je l'ai fait en partie pour elle. Pour qu'elle puisse aller dîner avec ses amis, faire des commissions, prendre de l'air. Parce que c'était des choses qu'elle nous disait. Être proche aidant, c'est ça, c'est prenant, là. Elle était 24 heures sur 24 avec lui. Elle avait beaucoup d'inquiétudes. Il tombait la nuit parfois. Elle devait se lever à chaque fois que lui voulait se lever la nuit parce qu'elle avait peur qu'il tombe. Donc, son sommeil n'était pas réparateur. Lorsque une d'entre nous dormait à la maison, elle dormait beaucoup mieux parce qu'on était présente. Donc, c'est ça. OK. Ça, c'est une grosse concession. Une grosse concession, ouais. D'accord. Lynn, on le voit, là, ça a beaucoup d'impact dans une famille quand il y a un diagnostic de Parkinson qui tombe comme ça, d'une façon plus large. Qu'est-ce que toi, tu observes là, donc à ce niveau-là, au niveau des répercussions? Bien, dans la maladie de Parkinson, ce qu'on voit souvent dans les familles, mais je pourrais dire aussi que c'est vrai dans d'autres maladies également, c'est que suite au diagnostic et plus la maladie évolue, chacun va être touché de façon différente. Un peu quand je faisais mes études à la maîtrise puis au doctorat, en fait, la famille, je compare ça un peu à un mobile. Quand les pièces du mobile, parfois, ils sont toutes pareilles, mais dans une famille, les choses sont différentes. Donc, si dans ton mobile, tu as une pièce que c'est une plume, l'autre, c'est quelque chose en caoutchouc, l'autre, c'est un truc en papier, quand le vent Parkinson rentre dans la pièce et souffle, toutes les pièces du mobile vont se mettre à vibrer d'une façon différente. Et ça, quand je parle de la plume, la pierre, le verre, ben c'est un peu comment est la personnalité de chacun. Ouais. Donc, dans une famille, il y a des personnes qui sont plus fortes, comme le caoutchouc. Elles vont se déformer, mais elles vont rebondir. La plume, elle va s'envoler, puis... elle a de la misère à se poser, puis on sait pas trop où elle s'en va. Et t'as celle en papier qui va peut-être se déchirer. Donc, chaque pièce du mobile, c'est un peu comme chaque personne qui constitue la famille. Ils vont réagir en fonction de leur personnalité, en fonction de leur âge, en fonction de leur expérience antérieure, en fonction de leurs limites aussi. Il y a des personnes qui sont pas capables. Ouais. Donc, il y a tout ça qui va se répercuter dans une famille qui fait que chacun est souvent animé de bonnes intentions, mais avec leurs propres limites, ils seront pas capables de tous donner de la même chose au même moment,
puis avec la même profondeur. C'est très différent d'une personne à l'autre. Et aussi, ben, en fonction je dirais, quand il y a des jeunes, des jeunes enfants aussi, des ados, ben, si eux aussi, ils sont dans leur propre crise identitaire, puis on parle de la crise de l'adolescence, mais je le vois aussi chez d'autres personnes plus âgées dont la liberté est brimée. Je le rencontre chez des hommes, je le rencontre chez des ados, je le rencontre chez des adultes, je le rencontre chez des aînés qui voient leur liberté un peu brimée. Donc, ça va s'exprimer de façon différente selon leur style. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Lynn, puis ça me fait réfléchir aussi à la diversité de familles qu'il y a. Et on le sait, les chiffres le démontrent, il y a de plus en plus de jeunes là, qui reçoivent des diagnostics de Parkinson. C'est complètement différent qu'une personne âgée qui est à la retraite, une personne de 45 ans qui est sur le milieu du travail. Qu'est-ce que tu remarques là-dessus si on parle à ces gens-là aussi? C'est sûr que quand le Parkinson s'annonce chez des personnes qui sont plus jeunes et qui ont des responsabilités différentes, est-ce que ces personnes-là sont en couple ou célibataires? Est-ce que quelle est je dirais, la qualité de la relation qui existe? Mm-hmm. Parce que c'est un gros stress, là. Mm-hmm. Hein? Quand le Parkinson arrive, on contrôle vraiment pas grand-chose dans cette maladie-là. C'est rempli d'imprévus. Il y a de la nouveauté. À chaque fois qu'un stade arrive, tu dis, OK, j'étais déjà prêt pour l'autre, mais là, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Donc, c'est une série de deuils. Oui, les deuils. Puis, l'ego en prend un coup. Oui. Quand le Parkinson arrive, puis que la personne elle a 70, 75 ans, il y a un impact. C'est certain, là. Mm-hmm. Chez les plus jeunes, selon la qualité de la relation qu'il y a entre les deux personnes et quelle est la responsabilité au travail, la responsabilité financière, la responsabilité avec est-ce qu'il y a des enfants ou pas d'enfants, ça va être très, très, très différent. Donc, les proches aidants, si, par exemple, on était 2 salaires avec une nouvelle maison et là, on tombe à 1 salaire et une hypothèque, c'est pas la même chose, c'est pas le même impact. Mm. Donc, il y a tout un stress qui va être mis sur les couples et c'est pas rare qu'à un moment donné, malheureusement, certains couples vont se briser parce que c'est lourd, c'est difficile. Et si les gens, la relation est déjà difficile, ben parfois le Parkinson, ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. Quand les couples se retroussent les manches et vont chercher de l'aide et ils font appel, souvent les couples vont perdurer. Mais il y a un prix à ça. Et c'est difficile, ça laisse des cicatrices. Et souvent, dans le cas des jeunes, c'est une surprise encore plus grande, si je ne me trompe pas. On ne s'attend pas du tout à ça quand on a 40, 45 ans. Non plus à 70, peut-être, c'est pas une nouvelle qu'on va avoir personne, là. Mais c'est encore plus surprenant. Oui. Il y a plus de tabous, il y a plus de stigmatisation chez les personnes qui sont diagnostiquées en bas de 50 ans, disons. Mm-hmm. Parce que souvent, les signes vont devenir visibles plus rapidement. Ils vont essayer de camoufler tout ça. Mais à un moment donné, je dirais le secret, parfois, qui quand il y a pas beaucoup d'ouverture, si un secret a été gardé, à un moment donné, il va falloir le livrer, cette situation-là, parce que les symptômes deviennent trop difficiles à camoufler. Mm-hmm. Et souvent, c'est à ce moment-là où on va avoir besoin de se poser et de s'interroger sur
où on se situe maintenant, qu'est-ce qu'on veut et comment on veut apporter des changements qui deviennent nécessaires. Justement, on va parler donc des stratégies, des solutions. On comprend que ce sont des grands bouleversements dont on peut amortir l'impact peut-être sur les plans personnels, familial. Lynn, ce serait quoi donc la première chose à faire sur le plan personnel, son niveau dans les étapes, là, concrètement, lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de Parkinson? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est de l'adresser, c'est premièrement, c'est vraiment de l'exprimer, n'est-ce pas? Et d'apprendre à vivre avec, je pense, hein? Oui, bien, en fait, il n'y a pas de... Je ne suis pas le style de personne qui donne des recettes. Des modes d'emploi. Des modes d'emploi. Chacun y va, je dirais, selon ce qu'il ou elle recherche. Par contre, dans les premières stratégies qui assurément apportent de l'aide et un certain réconfort, c'est premièrement de s'informer vers les bonnes sources et d'y aller avec un certain dosage. Ce que j'observe, c'est que les personnes qui vont aller tout lire, chercher partout, s'étourdir, souvent, ces personnes-là vont vivre un effet rebond, ce que j'appelle quand tu t'étourdis puis que tu vas trop chercher, souvent ces personnes-là vont devenir déprimées parce que et deviennent submergées par l'information. Et donc, je dirais s'informer, mais prendre des pauses aussi quand et d'y aller en fonction de où on en est rendu au fur et à mesure, se préparer, planifier pour pouvoir prévenir, s'organiser, connaître les ressources qui sont dans mon quartier, qui sont dans ma ville, qui sont dans ma région. C'est toujours très aidant. Et je dirais les premières stratégies aussi, c'est de voir est-ce que je connais des gens qui ont vécu une expérience semblable à la mienne? Oui. Si je n'en connais pas, ben c'est de m'informer dans ma région où sont les ressources, qui sont les partenaires régionaux. Oui. Par exemple, est-ce qu'il y a des organisations qui veillent à la défense des droits des personnes puis des proches aidants? La première ressource vers laquelle on peut se tourner, c'est Parkinson Québec, évidemment, les partenaires régionaux. Mais ensuite, pour les proches aidants, une des ressources ou une des stratégies qui est importante à connaître, c'est tout le réseau des aidants. Que ce soit via l'appui étant un organisme communautaire, mais il y a aussi d'autres organismes qui viennent en aide auprès des personnes proches aidantes. Je dirais, les stratégies aussi, c'est de se tourner vers les professionnels de la santé qui prennent soin de la personne qui vit avec le Parkinson, mais aussi qui prennent soin de moi. Les pharmaciens de communauté sont des alliés extrêmement importants. Donc, pour apprendre, mais se débrouiller, se faire connaître, essayer de discuter des défis qu'on rencontre au fur et à mesure, c'est les premières stratégies. Et tout ce, je dirais, Boucard Diouf dit tout le temps, ça prend une communauté pour élever un enfant. Moi, ce que je dis, c'est que ça prend une communauté pour venir en aide aux personnes qui sont touchées par le Parkinson et les proches aidants. Sans cette communauté-là, c'est difficile de passer à travers. Et le message peut-être que je voudrais lancer aujourd'hui, c'est attendez pas d'être au bout du rouleau avant d'identifier vos ressources. Prévenir est beaucoup mieux que guérir et de s'épuiser. Lynn, quand on parle de partenaires régionaux, qu'est-ce que c'est exactement? Les partenaires régionaux, c'est des organismes qui sont situés dans plusieurs des régions du Québec qui offrent des services de proximité aux personnes qui sont touchées par la maladie de Parkinson et les proches aidants. Très bien, c'est très clair, hein? Qu'est-ce que ça te dit, ça, Martine? Ben c'est ça, j'ai
quand Lynn parlait, là, ça m'est tout de suite revenu en souvenir là, que quand ça commence à décliner, là, j'ai voulu lire davantage puis consulter Parkinson Québec pour comprendre mon père. Puis je disais à mes sœurs puis ma mère de lire certaines ressources et publications. Puis j'ai été face plus à un mur. Puis j'ai trouvé ça dommage parce que on attribuait les changements d'humeur de mon père et tous les autres signes de la maladie à n'importe quelle cause. Et je disais souvent, telle chose, c'est la maladie de Parkinson, son humeur, c'est la maladie de Parkinson. Et parce que j'avais lu là-dessus. Toi, t'étais informée. Oui, je m'étais, mais comme tu as dit, Lynn, j'ai fait attention à mes sources, puis je trouvais ça dommage que les gens qui étaient le plus près, parce que comme je dis, dans mes sœurs, là, il y en avait qui étaient plus présentes par leur disponibilité, là. Puis ma mère qui était vraiment là. Fait que ça brassait plus au niveau des commentaires sur mon père plutôt que de vouloir comprendre mon père. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile. Oui. Fait que moi, j'ai trouvé ça important, l'aspect de comprendre la maladie, puis comme tu as dit aussi, d'y aller un peu à la fois, de pas tout lire ce qu'il y a sur la maladie, d'y aller un peu à la fois, puis d'accompagner son proche, là. Oui. C'est vraiment important. Ce que j'entends, c'est l'importance de la communication. Oui. On n'en a pas encore parlé, Oui. mais ça m'amène aussi à la thématique des conseils de famille. J'aimerais ça vous entendre parler de ça. Donc, la communication et les conseils de famille, est-ce que ça vaut la peine d'en faire? J'imagine que oui. Comment en faire aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose à se dire là-dessus? Donc, en résumé, parce qu'il n'y a peut-être pas un mode d'emploi, comment faire un bon conseil de famille. Et on n'aime pas les modes d'emploi, hein? Non, mais en fait, quand on parlait tout à l'heure que avec la maladie de Parkinson, les rôles sont chamboulés, s'inversent, etc., la communication, c'est aussi quelque chose qui va être transformé avec la maladie. OK, oui. La communication de la personne qui est atteinte, mais aussi au sein des familles, aussi la façon de résoudre des problèmes, la façon de Martine de s'outiller, puis de réagir, puis de s'activer, est peut-être différente de celle de ses sœurs ou de sa mère. Ça, on observe ça dans toutes les familles. Cette différence-là, elle est normale. On peut pas réagir tout le monde pareil. Par contre, on peut s'ajuster aussi et on peut être appelé à découvrir des nouvelles choses selon notre style. Donc, garder les canaux de communication ouverts puis de parler de façon claire, directe, de pas blâmer, de pas... ça, c'est des règles de base. De parler, de s'écouter, de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a derrière le déni? Qu'est-ce qu'il y a derrière la réticence? Hein, dans une famille, quand je regarde la communication ou les façons de réagir, il y a les personnes qui, je dirais, là, ceux qui se situent au centre. Hein, c'est comme une cloche. Et ceux qui se situent au centre, parfois... vont être des personnes que je dirais assez malléables, comme ma balle de caoutchouc qui prend le contact puis qui rebondit. Ces personnes-là vont essayer de communiquer, rechercher des solutions, etc. Puis c'est des gens qui, en général, dans leur personnalité, vont avoir tendance à faire confiance aux autres et à se faire confiance. OK. Oui. C'est comme dans leur bagage. De génétique, un peu, si on veut. À un autre bout, on va avoir les personnes qui vont plus, au niveau de leur communication,
vont avoir tendance à démontrer de la peur, de l'impuissance. Ils vont être en colère. Souvent, c'est parce qu'ils se sentent démunis. Ils savent pas quoi faire avec ça. Et parfois, c'est parce que dans leurs expériences de vie passées, ils n'ont pas les outils pour faire ça. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Et parfois, c'est des gens qui ont plus de limites. Mais parfois, il y a une petite brèche grosse comme ça qui, à un moment donné, des fois, elle s'ouvre avec le temps. Et puis, chaque personne peut apprendre. Puis, à l'autre bout du spectre, tu as les personnes qui, face à un stress, vont réagir au niveau de la communication. Tout est une menace. Tout est une catastrophe. Et ils vont souvent être bloqués dans leur façon de réagir. Donc, cette communication-là, elle va être des fois fluide, des fois elle va être bloquée, des fois elle va être tendue, des fois des fois on va avoir besoin de prendre une distance. C'est pour ça que des conseils de famille, c'est pas juste quand la personne est décédée puis que c'est le temps de distribuer les biens. Les conseils de famille, ça peut arriver avant. C'est-à-dire, quand la personne évolue vers... on voit là, qu'elle devient plus fragile et que le proche aidant, que ce soit le conjoint ou d'autres, commence à être démuni. Là, c'est le temps de se mobiliser pour essayer de voir c'est quoi les besoins de papa, c'est quoi les besoins de maman, c'est quoi les besoins de Martine et des autres. Et là, il y a tout ça à faire et à prendre en considération. Comment on peut s'organiser? Et là, c'est de voir, sans jugement, voir, ça serait quoi nos solutions? Sans censurer, sans dire, voyons donc, ce que tu me dis là, ça n'a pas de bon sens. C'est de dire... On fait tout ça. On y va, là, puis on met des idées, puis qui peut faire quoi, puis qui peut donner quoi, puis c'est quoi les talents de chacun, etc. Puis c'est de voir après ça, est-ce qu'on a des trous? Est-ce qu'il y a des activités que ni Martine, ni moi, ni les sœurs, et vers qui on se tourne? Donc, les conseils de famille, ça peut aider à gérer une hospitalisation. Ça peut aider à gérer des rendez-vous médicaux. Ça peut aider aussi quand papa, maman déclinent, puis que là, on doit arriver en renfort. Ces conseils de famille-là peuvent être organisés, ce que j'appelle à la bonne franquette, autour de la table de cuisine. Mais parfois, quand il y a des familles où il y a plus de difficultés, que, par exemple, une sœur X ne parle pas à la sœur Y, et que, il y a des alliances, il y a des clivages. Quand je parle de clivage, là, c'est quand il y a une coupure, puis que là, il y a une fraction qui s'adresse pas à l'autre. C'est dans ce temps-là qu'une personne neutre peut être aidant. Donc, ça peut être, si on est connu de notre clinique ou de notre CLSC, la travailleuse sociale ou le travailleur social peut aider quand il y a une difficulté particulière au sein d'une famille. Parfois aussi, à l'appui, qui est l'organisme pour les proches aidants, ils ont des conseillers. Donc, ces personnes-là peuvent aussi être mis à contribution. Ça peut être également d'autres personnes. Par exemple, si le parent est dans une résidence pour personnes aînées, s'il y a des intervenants en qui vous avez confiance, ces personnes-là peuvent aussi aider. Votre médecin de famille également, chacun en fonction de son rôle puis de ses compétences peuvent être mis à contribution. Mais un conseil de famille, c'est bon pendant, c'est bon au moment du décès, puis c'est bon aussi dans le après. Parce que Martine le disait tout à l'heure, c'est pas parce que la personne décède qu'après ça,
les blessures puis les cicatrices, c'est guéri, là. Mm-hmm. Donc, l'aide professionnelle de psychothérapeute, de psychologue, d'autres personnes qui sont formées pour accompagner, dépendamment de la problématique, c'est extrêmement important. Ce sont des personnes précieuses à contacter. Merci pour ces précieux conseils, justement, pour amortir un petit peu les grands bouleversements qui s'en viennent avec un diagnostic de Parkinson. J'aimerais qu'on termine juste sur une petite note positive. En fait, pour toi, ça a été, bien sûr, il y a eu des enjeux, il y a eu une dynamique familiale qui a été bouleversée, mais ça a été quand même une expérience, somme toute, positive. Tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil ou une suggestion d'une activité que tu as faite avec ton père qui a été très positive, qui vous a rapprochés? J'ai trouvé ça très intéressant dans ton initiative. Oui, bien, j'avais 100 ans le sablier s'écoulait. J'ai décidé d'écrire la vie de mon père, mais pas sous forme de roman ou de livre. J'avais trouvé sur un site Internet un livre de questions-réponses. Donc, à poser à un ami, par exemple? Oui, c'est ça. Surtout, okay. C'était adressé surtout aux personnes en période précoce d'Alzheimer, là. Mais connaissant mon père, qui aime beaucoup parler, j'ai dit, je vais l'occuper. Fait que je suis partie 2 semaines chez mes parents. Puis, j'ai passé mes journées à lui poser les questions du livre. J'ai même pas passé au travers du livre, mais c'est ça, j'ai passé des moments très touchants avec lui, formidables. Une de mes sœurs qui habitait à ce moment-là à la maison avec eux temporairement m'a fait remarquer à quel point il était de bonne humeur. Ouais. Elle avait vu un changement dans son humeur, puis il était beaucoup moins centré sur les symptômes du Parkinson, parce qu'il souffrait énormément là, du Parkinson à ce moment-là. Mais il était beaucoup moins centré sur la maladie. Puis il continuait le soir, même si je notais plus, le soir, il continuait à raconter des choses qui s'étaient passées. Puis ça s'est perduré, là. J'ai fait ça en février, j'ai continué en mars, puis il est décédé en juin. Puis en juin, il continuait à me raconter, même la veille de son décès, il m'a confié un secret, quelque chose qu'il n'avait pas raconté à personne. Je savais pas qu'il allait décéder le lendemain, mais finalement, ça s'est produit. C'est quelque chose que je propose à tout le monde de faire, même si vos parents, ils ont mon âge, c'est-à-dire autour de 50 ans. Mon Dieu, faites-le. Parce qu'on sait jamais. Puis c'est tellement précieux. Je veux dire, si vos parents sont intéressés, c'est parce qu'on découvre nos parents à travers ça. Ça t'a permis, tu me disais, de te rapprocher de lui puis de découvrir davantage des choses que tu connaissais pas de lui. C'est vraiment beau. Ben oui, puis il m'a raconté des choses vraiment touchantes. Puis si j'avais vraiment passé à travers le livre, j'aurais découvert encore plus de choses, mais bref, j'ai manqué de temps. Donc, je suggère à tout le monde on passe des moments très touchants, mais c'est ça. Je voulais quand même dire que c'est très important, puis revenir sur le fait de communiquer, là, aussi, c'est très important d'ouvrir la communication. C'est quelque chose que j'ai fait avec mon père beaucoup. J'ai noté ouvrir la vraie communication et non pas juste la météo, là. C'est quelque chose de très, très important. Donc, oui, c'est... Parfait. Oui. Merci de ces judicieux conseils. Oui. C'est ainsi que se termine l'épisode sur la dynamique familiale du balado Enquête de dopamine. J'aimerais remercier Martine Ringuette qui a été proche aidante dévouée de ton papa pendant plusieurs années. Merci de ce témoignage qui va vraiment résonner dans la tête de plusieurs personnes, j'en suis convaincue. Et Lynn Baudette, qui est chercheuse au Centre de recherche du CHUM et professeure associée à l'Université de Montréal et une des créatrices de Ta vie en mouvement. Merci beaucoup, beaucoup. Ce balado est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Québec
Amis des aînés. Pour plus d'informations sur la maladie de Parkinson, vous pouvez contacter la ligne d'information et de soutien au 1-800-720-1307 ou visiter le site web au www.parkinsonquebec.ca. Mon nom est Isabelle Marjorie Tremblay. Merci beaucoup d'avoir été là pour cet épisode portant sur la dynamique familiale. Je vous invite à nous suivre donc sur les réseaux sociaux de Parkinson Québec et on se retrouve dans les autres épisodes du balado Enquête de dopamine. Merci, à bientôt.